Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maestrix. Bonjour Eve-Marie et bonjour Felipe. Bonjour. Bonjour Julie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de produits, toujours, et surtout de culture produit dans des entreprises qui sont plutôt orientées projet. C'est un sujet dont on voulait parler avec Eve-Marie. Eve-Marie, elle est headmaster dans nos formations en Maestro, en plus de ses rôles de PM. Et elle écrit aussi une newsletter dans laquelle elle raconte ses péripéties en tant que PM, qui sont par ailleurs très instructives et je vous inviterai à aller vous inscrire. Mais donc, un sujet de sa newsletter, c'était justement ce sujet-là d'introduire une culture produit dans des entreprises qui sont orientées projet. Et n'ayant pas de réponse concluante à cette question, on s'est dit que ce serait intéressant d'en parler aussi avec Felipe, qui lui aussi intervient dans nos formations de product management. Voilà. Je vais vous poser juste une petite question pour les personnes qui sont là, pour savoir quel est votre métier, et ça nous permettra d'adapter un petit peu le webinaire. Normalement, vous voyez le questionnaire apparaître. Si vous saisissez autre, vous pouvez aussi dire dans le chat quel est votre job actuel. Comme vous le voyez, vous avez une partie Q&A où vous pouvez poser toutes vos questions. La partie chat où vous pouvez réagir à ce qui se dit. On prendra toutes les questions à la fin du webinaire. Et puis, ok, donc on a beaucoup de PM, PO, deck builder, chef de projet. Vous êtes au bon endroit. Je vais laisser Eve-Marie se présenter dans un premier temps, puis Felipe. Hop, Bonjour à tous. Donc, je suis Eve-Marie Pidier, je suis Senior Product Manager freelance. Mes dernières missions significatives sont 1 an et demi chez Rai Europe en tant que lead PM pour l'Impact Team Care, donc la prise en charge des produits liés à la relation client, avec un gros focus sur le lancement d'un produit d'assurance B2C. J'ai auparavant travaillé chez EasyWork, un éditeur de CRM, en tant que Product Manager. Et depuis 2017, entre 2017 et 2022, j'avais accompli plusieurs missions de freelance en banque, dans le marketing, dans un OPCO. Merci. Et je vais la slide avec Felipe. Oui, donc rebonjour à tous. Donc Felipe Avila-Reyes, je suis coach produit et donc freelance également. Et je m'intéresse actuellement aussi à envisager des missions de lead PM. J'ai un parcours à la fois dans des startups et dans des grands groupes. Et depuis une dizaine d'années, donc j'ai fait différentes missions de coaching agile, coaching design thinking et coaching produit, notamment chez Orange et Crédit Agricole récemment, où j'ai travaillé aussi sur des sujets IA, donc je m'intéresse pas mal à l'IA également. Voilà. Merci beaucoup, Felipe. Pour commencer, est-ce que Eve-Marie, tu peux nous dire ce que c'est la différence entre projet et produit? Donc, comme on a beaucoup de POPM, du coup, je vais être très rapide parce que je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Pour moi, la différence, c'est évidemment qu'un projet a un début, une fin, et un produit, non. Le produit, le but, c'est plutôt de lancer rapidement et de bénéficier des enseignements du terrain pour pouvoir itérer et améliorer en continu. Et donc, c'est l'apprentissage par la réalité. Il y a également un périmètre coût-délai qui est très important sur le projet et qu'on ne voit plus dans le produit. Felipe, je te laisse compléter si tu le veux. Écoute, non, ça me paraît bien. Après, je pense que dans les questions suivantes, on parlera plus du côté culture. Ouais. Absolument. Super. Alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pensez qu'on peut discerner avant la mission ou la prise de poste si un poste est réellement un poste de PM ou de PO ou plus un poste de chef de projet? Et à votre avis, quels sont les marqueurs à examiner avec plus d'attention? Oui, alors la première chose que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que
Donc, effectivement, pour envisager donc de prendre une mission ou un poste, bon, avant le contenu lui-même du poste, hein, le descriptif, on peut aussi se poser la question de prendre connaissance un petit peu de la culture justement de l'entreprise qui est notre client ou notre employeur potentiel. Et donc d'échanger avec des personnes qui y sont pour comprendre un petit peu justement quelle est un petit peu cette culture d'entreprise, en sachant que en tant que PM, comme on n'est pas du tout dans une position managériale, on a finalement très peu de leviers pour modifier cette culture, y compris à, on va dire, un petit niveau ou dans un petit périmètre. Et du coup, par exemple, l'un des paramètres intéressants à regarder, hein, à essayer de jauger, c'est de voir si l'entreprise est plutôt dans une culture process, productivité, livrable, donc qui correspond notamment beaucoup plus à la démarche projet, ou si ils sont plus dans une démarche où c'est surtout le contenu des produits qui est valorisé, la valeur qu'on va fournir au client et des résultats business ou des résultats pour le client. Donc ça, déjà, ça peut donner une idée hein, voilà, de polarité, on va dire, hein, entre projet et produit. Après, je dirais à un niveau hyper pragmatique, au niveau des échanges avec les premiers interlocuteurs, hein, qui sont a priori les sponsors ou les managers qu'on va avoir, c'est de voir si la mission qu'on vous propose ou la fiche de poste, on peut la reformuler éventuellement, parce que ça montre déjà une certaine flexibilité justement et une démarche un peu participative dans le management que l'on va avoir, hein, tout simplement. Donc, est-ce que le manager ou le sponsor qu'on va avoir est ouvert à un mode participatif ou s'il est plutôt dans un mode très directif qui fait que il veut pas du tout modifier, on va dire, le contenu ou les objectifs de la mission ou du poste. Voilà, je m'arrête là pour pas trop parler. Pour ma part, moi, ce que je relève dans ce que tu viens de dire, Felipe, c'était vraiment un des moteurs de l'organisation du webinaire d'aujourd'hui, qui est le fait que tu relèves qu'un PM n'a pas beaucoup de leviers d'action, et c'est ça l'inconfort que moi j'avais parfois expérimenté dans ce genre de cas. Au moment de l'entretien, pour moi, une des solutions qui peut aussi compléter l'approche de Felipe, qui est une autre approche, est aussi de poser des questions assez opérationnelles. Par exemple, le projet ou produit phare du moment, et d'avoir des éléments sur la roadmap et ensuite poser des questions sur l'orga au quotidien de l'équipe. Pourquoi les questions sur l'orga au quotidien de l'équipe? Simplement parce que ça va être vraiment le terrain de jeu idéal pour mentionner ou pour entendre la présence de cérémonies agiles. Alors, les cérémonies agiles ne suffisent pas à faire état d'une culture produit, mais elles font déjà état d'une culture de l'itération, du MVP, du delivery régulier, et sont quand même un bon marqueur d'espoir, d'efficacité et d'une approche très terrain, qui pour moi est plus caractéristique du produit. Donc, je pense que voilà, le projet produit, la roadmap, c'est-à-dire les next steps prévus, les difficultés éventuellement afférentes à ces next steps, et puis l'orga de l'équipe au quotidien, ça me semble aussi compléter la première approche décrite par Philippe. Et dans un contexte basé sur un planning prédéfini avec une roadmap annuelle, donc plus en mode projet, comment est-ce que vous implémentez la démarche de l'itération et du pivot? Alors, de mon côté, c'est toujours dans cette idée du périmètre restreint du PM, donc autant profiter par les leviers d'action qui sont à notre portée et sur lesquels on a une vraie influence. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est de profiter de la position du PM qui est vraiment entre les équipes techniques et tous les stakeholders internes, et notamment d'utiliser la review, donc c'est-à-dire de la réinstaurer si elle est un peu en perdition dans le contexte de l'entreprise qu'on rejoint, ou d'examiner les 2-3 premières reviews et de voir ce qu'on peut apporter peut-être pour la rendre souvent plus vivante et plus participative. Parce que aussi pour moi, une différence entre le projet et le produit,
qui est très personnel et qui correspond à mon appétence, à ma façon de travailler, je trouve qu'il y a plus d'échanges et que c'est plus vivant en mode produit. Et on va un peu glisser vers un mode plus descendant et moins participatif en projet. Donc, utiliser la review pour vraiment peut-être interroger directement les stakeholders au moment de la fin de la review. Est-ce que ça correspond à ce que tu avais compris, etc. Pour être sûr de leur attention et de leur participation, ça peut être déjà un bon premier levier. Et puis ensuite, Product People, on est agile, on s'adapte et on trouve d'autres leviers au fur et à mesure. Et juste au cas où, est-ce que tu peux définir ce que c'est la review? Oui, pardon. La review, c'est une des cérémonies agiles. Il y en a 4 principales dans l'agilité. Et la review consiste à la fin de chaque itération, de chaque sprint, à montrer aux stakeholders, donc évidemment avec la participation des développeurs, les derniers incréments livrés sur le produit, donc les dernières améliorations, corrections ou mise en production de nouvelles features sur le produit. Philippe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette question? Oui, pour compléter un peu, je dirais que si on reste un petit peu sur ce sujet de la review, qui effectivement est super importante, on peut, on peut essayer de prêter attention à qu'est-ce que les stakeholders ou les parties prenantes considèrent comme réussi, lorsque l'on leur montre des choses, notamment des démos du logiciel ou de l'appli, et à quoi ils attachent de l'importance, on va dire, et qu'est-ce qui fait qu'ils vont accepter ou valider une nouvelle feature, par exemple, qui est livrée, ou une nouvelle fonctionnalité proposée, et qu'est-ce qui fait que, au contraire, ils vont la rejeter ou pas l'accepter. Et là-dessus, ça nous ramène un petit peu à l'idée de prêter plus d'attention aux résultats, disons, à la fois business ou de valeur client qui correspond à ce qu'on livre, et pas uniquement à valider, on va dire, ce qui avait été demandé initialement. C'est-à-dire d'aller vraiment chercher si le problème qu'on cherche à résoudre est vraiment résolu pour l'utilisateur ou le client, et si on peut mesurer, on va dire, ce résultat et le suivre une fois que on va rendre disponible la nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire pas uniquement se satisfaire de « Ah oui, ça y est, on a développé une nouvelle fonction et on passe à la suite », mais vraiment suivre ce qui se passe après la livraison, on va dire, pour savoir si on a vraiment obtenu le résultat qu'on espérait. Merci Philippe. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour discerner ce que vous pouvez changer et de ce que vous devez accepter? Oui, alors ça, je crois que disons que là, l'idée, c'était de revenir à ce que le PM, en tant que contributeur individuel, peut ou pas changer. Donc, je dirais que il faut peut-être juste accepter que la culture managériale, on va dire, d'une entreprise, elle est a priori non modifiable par le PM, puisqu'il a très peu de levier là-dessus. C'est surtout les dirigeants, on va dire, qui ont un levier par rapport à ça. Et donc, l'idée, ce serait de voir si on est plutôt donc, dans cette démarche participative qui correspond un peu plus à l'agilité, où on fait confiance, on va dire, aux personnes, on leur laisse suffisamment d'autonomie pour proposer leurs propres solutions, justement, notamment aux problèmes qu'on cherche à résoudre, ou si, au contraire, on est justement dans quelque chose d'assez directif, avec des roadmaps prédéfinis, et que on va difficilement, on va dire, pouvoir revenir sur ce qui a été prédéfini par le management. Voilà. Pour ma part, donc, et aussi pour rebondir sur ce que tu dis, Felipe, donc il y a effectivement tout ce qu'on peut changer à l'intérieur de son équipe, donc son équipe incluant, si on est en Scrum, le Scrum Master, les devs et le PM, donc nous-mêmes.
le plus efficace, c'est vraiment, à mon sens, d'agir plutôt que de parler, ce qui rejoint les approches agiles de livrer plutôt que de documenter. Et donc, il y a une question d'exemplarité qui est intéressante parce que ça amène à la posture du PM en tant que leader, qui finalement est très différente de celle d'une posture de manager, comme l'a évoqué Felipe tout à l'heure. Mais pour moi, cette notion d'exemplarité fonctionne pour les deux. Donc, l'idée, c'est quand on arrive dans une structure qui nous semble un peu plus projet, avec la culture d'entreprise et la culture managériale évoquée par Felipe, sur laquelle on ne pourra pas forcément agir, c'est plutôt de montrer qu'on est souple et ne pas aller dans la confrontation. Donc, trouver le point de souplesse pour que le sponsor ensuite puisse suivre. Dans cette notion de, par exemple, on fait évoluer les reviews, où on insuffle de l'agilité à l'intérieur de son équipe. Ce qui est bien aussi, c'est que même si on observe de façon très, très attentive, on n'est pas à l'abri d'une ou de bonnes surprises et de voir un peu ses comportements et s'aimer ensuite en dehors de l'équipe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche pragmatique, comme le disait Felipe, et peut-être de d'abord centrer son attention sur « je vais essayer de faire évoluer les pratiques de l'équipe » et surtout de voir quelles sont les pratiques pertinentes à faire évoluer, où est-ce que j'ai un point de souplesse, où est-ce que l'équipe est à l'écoute au moment où je la rejoins, etc., etc. Donc, il y a différencier ce qu'on peut changer de ce qu'on ne peut pas changer, et il y a aussi différencier ce qu'on doit changer de ce qui n'est pas prioritaire à changer. Une approche très agile et donc pour moi aussi très produit, c'est vraiment de prioriser, et ça fonctionne dans ce qu'on va livrer sur le produit, et aussi dans les évolutions qu'on va apporter à l'équipe et à l'entreprise qu'on rejoint. Donc, différencier quoi faire et différencier quoi faire en priorité et toujours essayer de le faire dans la souplesse, ce qui implique parfois de faire des compromis avec une culture produit pure, entre guillemets, qui n'existe pas trop dans la réalité, et donc peut-être passer par du reporting, du PowerPoint, etc., pour expliquer ou pour faire état de ces résultats. Et ça va permettre, en utilisant les médias utilisés par des personnes plus projets, d'insuffler peu à peu un peu plus d'agilité et d'esprit produit. Oui, peut-être si j'ai le temps de compléter un petit peu, là, je ne sais pas où on en est au niveau timing, mais oui, peut-être juste ce qui me vient, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'était l'idée que, effectivement, à l'intérieur de l'équipe, effectivement, on a quand même beaucoup plus de marge de manœuvre que vis-à-vis du management, mais aussi vis-à-vis des stakeholders. On peut essayer d'avoir une meilleure communication avec eux pour leur faire comprendre que, par exemple, un roadmap annuel qu'ils ont prédéfini n'est pas forcément ce qui va leur apporter justement les meilleurs résultats, hein, puisque normalement ils sont quand même assez sensibles si on leur parle de résultats business ou de résultats très concrets, on va dire, pour leur métier. Et donc, si on arrive à leur faire comprendre que se poser la question des résultats que les features qu'ils ont demandés, par exemple, ne sont pas forcément ceux qui sont optimum ou ce qui vont leur apporter le plus de valeur, ça permet peut-être de modifier justement un petit peu leur état d'esprit pour être ouvert à cette démarche justement un peu plus produit que projet. Voilà. Est-ce que de votre côté, vous pouvez nous partager vos expériences, peut-être vos succès, vos fails aussi, dans votre souhait de peut-être faire évoluer davantage l'entreprise vers une culture produit? Oui, donc pour moi, ce qui est amusant, c'est que finalement, l'expérience la plus négative est arrivée après l'expérience positive. Donc, ça illustre bien que parfois, quand on réussit quelque chose, on n'en tire pas tous les enseignements et qu'on peut se planter après sur le même sujet. Pour moi, l'expérience positive, elle était dans la banque dans laquelle j'ai travaillé, que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est la Casden, qui est une branche du groupe Natixis, où c'était historiquement une culture très, très projet. Et au moment du lancement d'un nouveau CRM développé en interne, il y a vraiment une démarche qui a été très soutenue par le sponsor d'implémenter une culture agile, une culture produit. Donc, finalement, ici, tout s'est bien passé. La question des stakeholders se posait encore, donc c'était une grande chance d'avoir le soutien du sponsor. Et la question des stakeholders se posait énormément. Et c'est là, ce que j'évoquais tout à l'heure, que j'ai trouvé le point de souplesse
qui m'a permis en tout cas de continuer à avancer, qui a été par exemple des choses qui pourraient paraître, comment dire, un peu simples, mais sur toute la user research, ne pas utiliser le jargon produit, ne pas parler de user research, et bien expliquer à mes interlocuteurs qui étaient les responsables des divers départements qu'on allait faire une réunion, qu'on allait faire un atelier, etc. Et donc s'emparer du vocabulaire de l'entreprise et se dire que c'est plutôt ça qui va aider à remporter l'adhésion, plutôt que d'arriver avec son expertise en mode descendant et avec de la confrontation. Et donc, j'ai fait toute ma user research comme ça, en appelant ça selon les termes et le jargon de l'entreprise. Et puis, j'ai accepté de communiquer selon des instances qui étaient vraiment très, très projet, des comités de pilotage, etc., etc. Parce que tout le travail sur le MVP a été assez long avant le premier lancement, avec une phase pilote, etc. Et donc, il a fallu, pendant toute cette phase avant le premier lancement, faire régulièrement des comités de pilotage avec des indicateurs qui n'avaient rien de lié à la prod, bien sûr. Mon expérience plus d'échecs, elle est vraiment singulière, elle est intéressante. C'est que c'était dans une entreprise qui avait à la base plus de culture produit. C'était plutôt quelque part entre la start-up et scale-up, et qui avait été un peu grignotée par une stratégie très sales-oriented. Et au moment où j'ai rejoint l'équipe, j'en ai parlé avec l'équipe produit, et donc on a organisé une instance exceptionnelle pour reparler de ça et de stratégie produit. Et comme c'était un moment critique pour l'avenir financier de l'entreprise, ça a été très, très mal perçu. Et il y a eu aussi un gros malentendu sur tout le COMEX qui attendait pour ce meeting des solutions, alors que nous, l'équipe produit, on était plutôt venus pour apporter une démarche. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ce qui est important, c'est toujours, comme dans tout, hein, de clarifier les attentes, les attendus, pour au moins éviter cette colère ou ces ambiances difficiles liées au malentendu et au fait qu'on ne répond pas aux préoccupations de ses interlocuteurs et de ses stakeholders. Et puis voilà, pervertir un peu la culture produit pure pour trouver un compromis. Et se dire que le compromis, c'est l'agilité, donc c'est super. On reste quand même sur cette optique. Super intéressant, ouais. À moi? Ok. Alors, de mon côté, je peux vous partager donc un succès, un échec. Allez, je vais peut-être commencer par l'échec. C'était dans une mission, en fait, on m'a demandé d'accompagner un expert métier pour le former et l'accompagner sur un nouveau rôle de product owner. Là, donc, c'était récemment chez une banque, Crédit Agricole. Donc, voilà, sur le papier, bien sûr, il n'y a pas de problème, c'est très, très classique comme démarche. Mais en fait, au fur et à mesure en fait, que j'avançais dans la mission et dans la compréhension, on va dire, du contexte, hein, ce qui est peut-être justement le moins évident à comprendre quand on vient de l'extérieur, hein, c'est de bien comprendre le contexte organisationnel, voilà, les relations, on va dire, entre les différentes personnes, etc., les objectifs de chacun. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette personne, donc, on lui avait imposé de devenir PO alors qu'elle n'avait pas du tout envie de devenir PO. Elle voulait continuer dans son travail d'expert métier qui était déjà très très prenant et qui lui plaisait énormément. Enfin, voilà, c'était vraiment son métier, quoi. Et en plus, donc ce rôle de PO, on lui demandait de le jouer pour créer justement une nouvelle application qui allait en quelque sorte formaliser justement et processer, entre guillemets, le métier justement que ces personnes faisaient, donc qui étaient dans le financement, d'achat de matières premières, etc. Donc des choses assez techniques au niveau financier. Mais justement, ce qui était vraiment très très gênant dans tout ça, c'est que a priori, les experts métiers n'étaient pas spécialement partants pour que leur métier soit, on va dire, formalisé à l'intérieur d'une application,
alors qu'ils considéraient que voilà, c'était leur expertise à eux et qu'ils préféraient continuer à travailler dans Excel notamment, plutôt que dans une application dédiée qui allait être beaucoup plus contraignante, mais qui, effectivement, pour la banque, allait leur permettre de réduire les risques, de mieux pouvoir évaluer la compliance, hein, ce qu'on appelle la conformité, enfin, voilà, à des directives gouvernementales, européennes, etc. Donc, en fait, la contradiction dans tout ça, c'est qu'on était en train de faire toute une démarche qui n'était pas du tout orientée déjà utilisateur, en fait, c'était plutôt orienté organisation, c'était pour satisfaire les exigences de l'organisation et notamment de la compliance, et en voulant l'imposer justement aux utilisateurs internes, et même sans avoir réellement finalement, au final, vraiment une vraie valeur qui soit créée, mis à part le fait que ça va peut-être réduire le risque, effectivement, ou augmenter, on va dire, comment on peut dire ça, oui, le fait que les choses soient beaucoup plus carrées en quelque sorte, et moins laisser moins de liberté, on va dire, à chaque expert métier pour faire son travail à sa façon, avec une application comme Excel qui effectivement est très flexible et que chacun utilise à sa manière. Voilà, donc ça c'est un exemple d'échec. Et plutôt un succès, donc ça c'était lors de ma mission chez Orange, où j'étais coach design thinking. Bon, bien sûr, Orange, on peut imaginer que c'est une structure est très très orientée process, hein, puisque voilà, ils gèrent des grosses infrastructures et ils ont une culture projet qui est extrêmement formalisée, extrêmement processée. Mais à l'intérieur de cette culture projet, ils ont souhaité justement faire des démarches de transformation agile, notamment avec des trains safe et des créations d'équipes produits. Et les personnes, on va dire, qui côté métier, on va dire, qui étaient appelées à devenir PO, ont bien joué le jeu, on va dire, donc, notamment, en tout cas, les différentes personnes avec qui j'ai pu travailler, elles voyaient vraiment l'intérêt de développer cette démarche produit qui permet justement au métier de collaborer beaucoup mieux avec la partie système informatique, hein, donc le côté IT. Et donc, cette démarche-là, ça a encouragé justement beaucoup plus de collaboration et d'alignement entre les personnes côté métier et les personnes côté technique. Donc voilà, c'est ce qu'on attend effectivement, voilà, d'une démarche produit et d'une démarche agile, quoi. Merci à vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la partie Q&A. Moi, je vais juste vous parler rapidement des formations qu'on fait chez Maestro. Déjà, pour vous dire qu'on organise beaucoup d'événements pour parler de produits, d'IA, de no-code. Ces événements, vous pouvez les retrouver sur Meetup, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à vous inscrire pour être au courant de tous les prochains événements qui sont organisés. Maestro, donc c'est une école de formation qui donne des formations donc de product management qui sont en distanciel et en présentiel à Paris. Le format en présentiel dure 7 semaines, le format en distanciel dure 14 semaines et c'est des cours du soir qui ont lieu le mardi et le jeudi. On fait également une formation de no-code et d'IA qui, elle, est sur 12 semaines à distance également. Et enfin, on a lancé une dernière formation dont la première promotion aura lieu fin juin, que vous pouvez voir. Donc, c'est une formation pour les PM qui souhaitent se former à l'IA. Donc là, vraiment une formation pour gagner en compétences et surtout pour se former rapidement sur l'IA, autant sur votre productivité dans l'IA,
je veux dire, au sein de votre rôle de PM, mais aussi gagner en productivité en créant des MVP rapidement, des POC, etc. Et il nous paraissait aussi important que dans cette formation, il y ait un peu tout ce qui est lié à la partie éthique de l'IA, les biais de l'IA, le fait aussi que l'IA, ça peut coûter beaucoup d'argent et du coup, ça peut être aussi au rôle du PM de calculer ce ROI et faire des sonnettes d'alarme si besoin. Voilà, donc toute une partie de la formation aussi qui sera dédiée à ça. Je vous envoie un petit sondage pour savoir si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre, comme ça, vous pourrez échanger avec Camille si c'est le cas. Je vous laisse prendre connaissance des petits sondages. Et je prends les questions tout de suite. Je vous ai mis, du coup, ici, Camille, c'est notre admission manager, c'est elle qui s'occupe de parler avec vous de vos projets de formation. Donc, je vous ai mis son mail, vous pouvez la contacter directement. Et vous avez mon mail ici si jamais vous avez des feedbacks à nous faire, par exemple, sur ce webinaire. Je prends vos questions. Donc, Clara qui demande, je suis lead PM dans une startup avec un CEO plus projet. Il y a souvent des questions sur les deadlines, comment partager des deadlines en tant que PM dans une boîte projet pour éviter la gestion projet type Gantt avec des dates et plus aucune flexibilité. Et elle dit, notamment pour de grosses réflexions produits type création d'un nouveau module plus que développement d'une nouvelle feature. Qui veut répondre en premier? C'est une question qui est super difficile. Je trouve, et moi, c'est un de mes leviers de questionnement au quotidien. Là, dans ce cadre-là, on est vraiment sur la difficulté du LIPM qui a moins de pouvoir que le CEO. Donc là, pour moi, c'est vraiment difficile à résoudre. Une des solutions serait d'avoir de l'aide d'un consultant externe auquel le CEO prêterait une oreille nouvelle parce que la personne serait extérieure à l'entreprise. Mais est-ce que le CEO sera ouvert à ça si lui considère qu'il a raison ou pas? Tout ça, c'est une question de personnalité. Donc pour moi, ce qui peut guider, c'est toujours d'essayer de trouver le levier de souplesse. Aussi parfois d'accepter. En fait, il y a des gens qui ne peuvent être rassurés que par le Gantt. Peut-être illustrer aussi le temps opérationnel que ça prend vraiment de tenir à jour un Gantt qui, je trouve, moi, me donne le vertige à chaque fois sur le temps pris par rapport à la production réelle. Et donc, peut-être de demander des phases de test, un sprint de test pur produit, sans les outils projets. Et donc, commencer par illustrer que s'éloigner de l'approche projet, c'est pas si dangereux que ça. Et ensuite, capitaliser sur ces victoires pour pouvoir notamment aborder la question des nouvelles features. Je te laisse compléter, Philippe. Oui, alors je lisais la suite de la question. Là, c'était notamment pour des grosses réflexions produits, donc type création d'un nouveau module. Donc là, si je comprends bien, c'est comme si on voulait… Oui, la question, c'est peut-être plus sur est-ce qu'on crée des nouveaux modules ou sous-produits. J'aurais tendance… Enfin, la première chose qui me vient, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut essayer de simplifier ce qui est attendu comme livrable, c'est-à-dire plutôt que de se fixer un livrable avec une deadline précise et un périmètre prédéfini, donc en termes de fonctionnalités, features, etc., essayer de remonter justement à quel est l'objectif attendu de ce livrable en termes de résultats business concrets, que ce soit pour la startup ou pour les clients utilisateurs, et se poser la question de comment est-ce qu'on peut commencer à obtenir ce résultat avec, entre guillemets, une démarche MVP, justement, c'est-à-dire un produit minimum qui commence à répondre à ce besoin de résultat, on va dire, ou de modification de tendance. Enfin, bon, ça dépend du résultat, on va dire, concret attendu. Mais toujours essayer de remonter à l'objectif du CEO, par exemple, hein, quand il a ce projet-là. Quel est vraiment l'objectif, on va dire, pour lui en tant que CEO,
Et après, bien sûr, comment on le décline pour les clients, pour les utilisateurs. Et donc, comment est-ce qu'on peut commencer à atteindre cet objectif petit à petit, sans se dire qu'on va tout, comment dire, qu'on va tout d'un coup l'atteindre en une seule fois, on va dire, avec une seule livraison, quoi. Voilà. Et donc avec une deadline précise. Je ne sais pas si ça aide un peu. Clara, tu peux nous répondre si tu veux dans le chat, je ne sais pas. Xavier qui se demande comment intégrer la partie pre-sales dans la discovery produit. Pour moi, c'est assez simple, hein. Je dirais inviter les pre-sales, hein, tout simplement. Enfin, j'imagine que Xavier, ta question, elle recouvre d'autres choses. Mais quand tu fais de la user research, quand tu fais de la discovery par la data, tout simplement, tu fais du shadowing avec une personne dans l'équipe pre-sales avec qui tu trouves que le courant se passe bien. Et puis après, Radio Moquette fonctionnant pas mal dans les entreprises, tu peux aussi espérer que ça fonctionne parfois à ton avantage. Donc moi, je ferais du shadowing avec un pre-sales pour lui montrer l'étude de la data, les questions que tu te poses, etc. etc. Et quand il s'agit de research, de user research, d'inviter la personne à shadower, à participer, à prendre des notes, enfin surtout à prendre des notes, parce que plusieurs personnes à conduire un entretien, ça crée de la confusion. Mais voilà, toujours cette idée de transparence et d'inviter la personne à voir avec toi. Mais je ne sais pas si c'est ta question, Xavier. Il dit en fait, j'aimerais que le seul pre-sales fasse du produit. J'aimerais que le seul pre-sales fasse du produit. C'est-à-dire qu'il participe dans l'équipe produit, c'est ça ou... C'est ce que je comprends aussi. Mais alors, du coup, tu essayes et tu sens pas de bonne volonté de sa part, parce que je me dirais, bah ouais, à part l'inviter et lui dire qu'il est nécessaire, souvent après, il y a cette démarche qui, voilà, si tu valorises aussi tes interlocuteurs et tu leur expliques qu'ils sont nécessaires et que tu as besoin d'eux, tu auras plus de facilité à obtenir leur adhésion. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, c'est complètement dans l'intérêt du pre-sales de participer à la discovery, puisque justement, c'est ce qui va lui permettre d'avoir plus d'impact sur la direction future du produit et que ça corresponde mieux à ses clients, etc. Donc moi, par exemple, j'étais pre-sales, j'étais ravi de participer avec les PM sur les projets, enfin les produits, etc. Céline qui demande, est-ce que dans vos différentes expériences, lors de vos reviews, vos clients et parties prenantes internes sont présentes ou cela est fait en 2 temps? Pour moi, c'est déterminant que les parties prenantes internes soient présentes. J'ai pas, si aussi avec des clients dans un contexte B2B, c'est intéressant à énormément de titres. Ça permet déjà aux développeurs, même si la posture des développeurs a énormément évolué ces dernières années, mais d'être au contact et d'avoir un peu une couleur un peu plus business apportée à leur quotidien. Donc, vont pas forcément tous manifester, elles vont pas forcément toutes manifester énormément de bonne volonté à l'idée d'aller présenter leurs travaux dans des instances comme ça qui impliquent plusieurs personnes avec des optiques très différentes. Mais je reste persuadée que c'est très important pour les développeurs et développeuses que ça valorise mieux leur travail et que ça permet de les ancrer, de casser un peu ce silo entre le business et la tech, puisque c'est une instance de communication supplémentaire. Donc globalement, les clients, les parties prenantes sont présentes dans les reviews. Et si ce n'est pas le cas, moi j'aurais vraiment tendance à insuffler cette démarche, quitte à peut-être faire des reviews avec assez peu de participants, échanger les participants d'une review à l'autre, pour pas que ça devienne une grande réunion descendante où les gens n'écoutent qu'à moitié. Et c'est aussi ce que j'avais en tête quand je disais n'hésitez pas, quand vous avez des stakeholders dans vos reviews, à les questionner. Parce que selon des stakeholders, certains vont être très, très offensifs dans leur approche et vous poser de façon plus ou moins explicite des questions qui ressemblent plutôt à des remises en cause de ce que vous avez fait. C'est l'exercice de la review, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et d'autres seront moins attentifs. Donc, il faut aussi à ce moment-là utiliser le rôle de PM pour bien questionner les parties prenantes à la fin de la review. Oui, je suis complètement d'accord. On va dire, je dirais juste, peut-être que j'insisterai juste sur le côté démo des reviews, qui parfois contiennent une partie un petit peu trop en mode présentation, on va dire de slides ou de résultats, etc.
et de vraiment insister le plus possible sur la démo de l'appli, du logiciel, du site, etc. Avec l'idée que la review, ça doit servir surtout à prendre des décisions sur est-ce que on est bien satisfait de ce qui a été produit, par exemple, sur le dernier sprint. Et si donc on peut entre guillemets le valider pour le livrer justement en prod et donc le rendre accessible aux clients utilisateurs. Et sinon, savoir qu'est-ce qui reste pourquoi c'est pas satisfaisant, qu'est-ce qui reste à faire pour qu'à la prochaine démo, potentiellement, on puisse le valider. C'est ce qui rend efficace la review. Mais si on reste juste sur du feedback, on va dire relativement vague, on n'avance pas en fait dans une décision pour arriver justement à valider ce qui est livré ou livrable et du coup passer à la suite, quoi. Voilà. Merci Felipe et merci Eve-Marie. Xavier qui a reposé une autre question. Que faire pour éviter la multiplication des projets en parallèle et amener de la cohérence par le produit? Felipe, est-ce que je te laisse débuter pour celle-ci? Ce serait bien d'avoir un exemple concret, oui. Mais disons que comment dire, peut-être que l'une des choses qu'on peut faire, c'est déjà d'essayer de montrer à quel point le fait d'avoir plein de projets en parallèle, ça, c'est contre-productif dans le sens où ça induit énormément de context switching, comme on dit, c'est-à-dire qu'on change très souvent d'un sujet à l'autre, et que plus on a de context switching, pardon, plus la productivité baisse. Donc, ça rejoint peut-être aussi l'idée d'avoir de changer potentiellement l'organisation des équipes, justement, pour qu'elles ne soient pas, organisées par projet, c'est-à-dire qu'elles se regroupent ponctuellement pour tel projet, qu'elles soient encore différentes pour d'autres projets, mais d'avoir des équipes stables qui sont focalisées justement sur entre guillemets un produit ou un projet, mais qui est stable ou en tout cas qui est plus pérenne dans le temps. Par exemple, l'un des sujets intéressants à regarder pour ça, c'est la démarche des team topologies, qui sont une proposition, on va dire, d'organisation pour des équipes produits. Pour ma part, je ne veux pas t'interrompre, Felipe, je ne sais pas si tu as terminé. Non, pour ma part, Xavier, un des leviers d'action dans la question que tu poses, c'est peut-être lâcher un peu sur l'idée d'amener de la cohérence par le produit et de remplacer le mot produit dans ta question par le business. Et donc, effectivement, on revient à des principes très produits, qui est à dire prioriser les sujets sur lesquels on travaille. Mais pourquoi tu priorises? Parce que avec ta disco, alors la disco, ça fait très produit, évidemment, comme terme, mais sur la base de data, de chiffres qui vont peut-être davantage parler à des membres du COMEX, expliquer où est le ROI et expliquer, donc là, je reprends aussi l'idée de Felipe, que on se concentre d'abord sur la valeur, et sur la valeur, donc sur le business, donc sur le potentiel chiffre d'affaires. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment pour moi tout le levier hyper intéressant de cette approche, c'est finalement d'accepter de se dire qu'on va apporter une culture produit en ne parlant jamais de produit. Et de garder en tête que l'entreprise que vous avez rejointe ou dans laquelle vous travaillez depuis plusieurs mois, plusieurs années, son but, ça ne sera jamais de faire du produit, son but, ça sera toujours de faire du business, donc du chiffre, du ROI, du qu'est-ce qui est efficace, etc. etc. Et comme ça, on s'éloignera de l'objectif projet qui finalement moi, je trouve qu'il est finalement rassurant pour personne parce qu'on sait dans la réalité que les projets prennent toujours du retard. On sait que c'est beaucoup, beaucoup de docs pour pas beaucoup d'incréments livrés. Donc, sans le dire frontalement comme ça, en étant plus subtil, vraiment se concentrer sur le ROI, la valeur
Et peut-être aussi faire ce petit compromis sur, OK, bah, si je ne peux pas éviter la multiplication des projets, et ça, je ne peux pas le faire en tant que PM, parce que c'est de l'ordre de la stratégie d'entreprise aussi, communiquer clairement sur le fait qu'on n'accordera pas la même attention à tous, sur la base du ROI, sur la base de la valeur, et donc avoir cette approche un peu de compromis en disant: «OK, je fais tous les sujets, il y en a un sur lequel je bosserai, une journée toutes les 2 semaines, quoi». Pourquoi? Parce qu'il y a pas de ROI dessus, il y a tel et tel blocage qui prend tel temps à être réalisé, et et donc voilà, renoncer un peu au discours produit pour adopter un discours plus business. Je pense que c'est un détour qui peut amener à apporter plus de satisfaction dans les postes qu'on occupe, et y insuffler finalement une vraie dynamique produit. J'espère que ça répond à ta question, Xavier. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, en fait, plutôt que de rentrer dans ce jargon produit versus projet, c'est peut-être plus d'insister sur l'importance d'avoir une stratégie où on priorise certains sujets par rapport à d'autres. Donc, effectivement, la multiplication des projets, probablement, ça révèle une absence de priorisation, le fait que voilà, tout est prioritaire, ben, rien n'est prioritaire. Et donc, pouvoir quand même confronter un petit peu le management, ou en tout cas les demandeurs, les sponsors, les parties prenantes qui induisent cette multiplication des projets, peut-être à leur absence, ou en tout cas au point faible de leur stratégie, pour qu'ils essayent de la focaliser justement sur des choses qui sont bien priorisées, et du coup qui évitent cette démultiplication, ou en tout cas d'avoir effectivement trop de priorités en parallèle. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. On va en rester là alors. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup pour vos questions, pour vos réactions dans le chat. Et merci beaucoup Eve-Marie et Philippe d'être venus parler de ce sujet, et d'avoir partagé vos approches, vos expériences aussi, parce que c'est très précieux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon appétit. Est-ce que Eve-Marie, Philippe, vous avez un petit mot à dire de fin? Merci à tout le monde. Donc, merci évidemment à toi, Julie, et à toi, Philippe, et merci à tous vos commentaires dans le chat. Vos réactions aux réponses qu'on a données, c'est hyper intéressant. Le produit est un métier humainement difficile. Savoir qu'on n'est pas seul, je pense que pour vous comme pour nous, c'est une richesse, c'est un réconfort. Donc, merci beaucoup pour vos retours. C'est hyper intéressant. Ah oui, je n'avais pas encore vu les réponses. Ouais, super. Pareil, merci beaucoup, Julie, pour l'invitation, et Marie aussi. Et voilà, au plaisir. Bon appétit. Bon après-midi à tous. À bientôt. Salut.